Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à tous et toutes à ce webinaire sur les coûts et les financements d'un centre consultatif en droit international des investissements et qui se tient dans le cadre des discussions du groupe de travail 3 sur une éventuelle réforme du règlement des différends entre investisseurs et États. Je suis Judith Knipper et travaille au secrétariat de la CNUTMI et ai le plaisir de modérer ce webinaire. Le webinaire sera enregistré et sera accessible sur notre site. Le webinaire d'aujourd'hui est déjà le deuxième webinaire sur ce sujet. Nous en avons eu un, en effet, il y a quelques semaines en anglais et celui d'aujourd'hui sera exclusivement en français. Bien que les deux webinaires ne sont pas censés être identiques, ils ont un point de départ commun et c'est l'étude qui a été soumise par l'Institut pour l'arbitrage international, IAI, et par the International Law Institute, ILI, et à laquelle un groupe d'auteurs a contribué pour fournir des informations au groupe de travail sur les coûts et le financement. Vous trouvez l'étude sur notre site comme indiqué dans le programme d'aujourd'hui. Nous n'allons donc pas discuter d'autres questions importantes qui sont liées au centre, ni s'il y a généralement besoin d'un tel centre. Il va de soi qu'un certain nombre de questions sont liées, par exemple la structure institutionnelle, les bénéficiaires, les services, l'organisation régionale ou non, et que toutes ces questions ont évidemment un impact sur les coûts. De même, le mode de financement peut avoir un impact sur les questions d'indépendance et d'impartialité du centre, ainsi que sur les services qui y sont rendus. Nous allons, par contre, nous concentrer dans un premier temps sur les hypothèses centrales identifiées dans l'étude, le budget alors nécessaire et les sources de financement proposées, tenant en compte l'importance d'assurer que le centre puisse être durable et stable pour vraiment avoir des conséquences positives pour les pays en voie de développement. Afin de gagner un peu de temps, vu que nous n'avons qu'une heure, je ne présenterai pas les participants. D'une part, la plupart d'entre vous les connaissent déjà. D'autre part, vous avez leur CV dans notre programme. Nous allons donc, dans cette heure, nous allons présenter l'étude et discuter avec quelques délégués du groupe de travail 3. Nous voulons également vous inviter, vous, nos auditeurs, à intervenir et à nous faire part de vos observations aux questions dans le chat, par exemple. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Anna Joubin-Brett, qui est notre secrétaire de la CNUTMI, et je lui demanderai d'ouvrir ce webinaire. À toi, Anna. Merci beaucoup, Judith, et merci à vous tous de retrouver de façon virtuelle pour discuter de ce sujet éminemment important qui concerne l'établissement d'un centre consultatif en droit international des investissements, qui est une des pistes de réforme qui a été discutée déjà dans le groupe de travail et pour laquelle on arrive maintenant au sujet fondamental et crucial, qui paye et comment est-ce qu'on paye. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je sais que vous êtes été préparé donc par un groupe d'experts et de personnes intéressées à ce sujet du centre consultatif sous la direction de Nicolas Angelet et de Carl Sauvant. Et donc, sans plus attendre, je vais leur donner la parole parce que vous êtes là pour les écouter et pas pour m'écouter moi. Mais je voudrais simplement rappeler deux choses. La première, c'est que c'est une demande spécifique de la part des pays en développement au groupe de travail qui a été faite et rappelée à plusieurs occasions. Et ce qui veut dire qu'il est important que les pays en développement, et là particulièrement en l'espèce les pays francophones, s'impliquent
dans les discussions et s'implique aussi dans le suivi de cette étude et la façon dont le sujet sera abordé par le groupe de travail lorsqu'on va arriver à la partie formulation de textes et formulation de statuts pour ce centre consultatif. Donc, c'est vraiment un appel à la communauté francophone de notre groupe de travail de s'impliquer vraiment à fond dans ce sujet. C'est un sujet un sujet de réforme qui est pour vous, que vous avez demandé et pour lequel personne mieux que vous ne pourra donner les indications et les directions que le groupe de travail suivra. Donc, sans plus attendre, je donne la parole, donc j'ouvre ce webinaire. Je donne la parole à Benjamin Rémy pour nous présenter la note. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois plutôt que Nicolas. Ah, c'est Nicolas qui commence. Je crois. Je vous remercie. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi d'être ici avec vous pour discuter de ce projet, sur lequel nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé. C'était une question complexe, à la fois juridique et non juridique. Et pour vous exposer la première partie de notre rapport, je dois d'abord relever que nous avons travaillé sur la base d'une série de postulats. Alors, le premier, c'est que le centre consultatif dont nous avons étudié le budget proposerait des services de conseil et de représentation en médiation d'une part, en arbitrage d'autre part, dans les différents investisseurs États bien évidemment, mais en un premier temps, seulement ceux fondés sur des traités, ou bien sûr ceux portés sur la base de traités devant une éventuelle Cour multilatérale des investissements. Et par ailleurs, le centre proposerait également un programme de détachement. Deuxième postulat, les bénéficiaires seraient seuls les pays en développement membres du centre consultatif. C'est eux qui auraient droit à l'offre complète des services du centre. Et parmi eux, la priorité serait donnée aux pays les moins avancés. Les pays développés sont invités à devenir membres du centre, à contribuer à son budget, à sa gestion, mais non pour autant à bénéficier de ces services. Un troisième point, nous avons ensuite procédé à l'estimation d'un budget sur la base d'une équipe prédéterminée de juristes. Nous avons estimé, scénario 1, qu'il y aurait soit 15 juristes, dont 2 pour les services de médiation et 3 personnes détachées, donc au total 10 arbitragistes, disons, de niveau d'expérience et à l'ancienneté variée, assistés par 3 membres de personnel administratif. Donc voilà, ça c'est le scénario 1, 15 juristes, ou le scénario 2, 8 juristes. Et puis, c'est peut-être l'élément le plus important, il y a aussi toute une série d'éléments à considérer qui sont des objectifs à poursuivre, à réaliser dans le financement du centre qui détermine les modes de financement qu'il s'agit de choisir, mais également de combiner. Le financement du centre doit rencontrer certaines exigences qui, elles, demandent chacune des sources différentes de financement. Je m'explique. D'abord, il y a l'autonomie. Il est important que le centre ne soit pas dépendant de contributions annuelles qui pourraient venir ou ne pas venir. Il doit pouvoir assurer son autonomie sur le long terme. Et là, interviennent les droits d'entrée et aussi les revenus provenant des services qui seront fournis par le centre. Deuxième point, la stabilité. Lorsque le centre assume la charge d'un dossier, il doit pouvoir le traiter jusqu'au bout. Ça prend plusieurs années, comme nous le savons. Troisième élément, c'est ce que j'appellerais la participation différenciée. Tous les pays membres du centre qui bénéficient de ces services doivent supporter une partie des frais,
Mais la partie des frais qu'ils supportent dépend de leur statut dans les classements des Nations Unies, et les pays les moins avancés seront ceux qui payeront le moins, contribueront donc le moins au financement de leur procédure. Dernier point, un fonds de démarrage. Nous devons commencer quelque part, et si il est important d'avoir des revenus fondés sur le paiement des services rendus par le centre, bien sûr, ces honoraires ne seront pas présents immédiatement, et il faudra donc disposer d'un fonds de démarrage qui, lui, suppose des droits d'entrée. Benjamin Révy va revenir sur ces différentes questions, mais vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs à rencontrer qui requièrent une combinaison de plusieurs sources de financement. Quelques points encore. Nous avons aussi quelques postulats relatifs aux affaires qui seront traitées et comment elles seront traitées. Premièrement, je vous l'ai dit, ce sont seulement en un premier temps des affaires fondées sur des traités bilatéraux ou multilatéraux des investissements. Deuxièmement, de manière réaliste, les affaires ne peuvent pas être actives en même temps toutes. Elles ne peuvent pas toutes être à plaider au même moment. Donc, il faudra entrer progressivement dans le jeu pour les espacer. Et un dernier point, le centre ne pourra pas tout assumer. Il comptera toujours, comme dans une relation client-avocat habituelle, sur la collaboration des États bénéficiaires et éventuellement de cabinets d'avocats locaux pour gérer les questions de droit interne. Voilà les postulats, et alors nous avons, sur ces bases, estimé la charge de travail potentielle du centre. Un premier point concerne la médiation. Nous avons considéré, sur la base d'interviews, que 2 spécialistes en médiation pourraient traiter 4 à 6 affaires de manière assez permanente. Et puis, pour la charge de représentation devant les tribunaux d'arbitrage ou une éventuelle cour multilatérale, nous avons suivi 2 méthodes d'analyse. La première, à nouveau, est fondée sur des interviews menées avec des représentants des États, avec des cabinets d'avocats. Et d'autre part, nous avons fait des estimations plus statistiques fondées sur les montants des honoraires des avocats qui sont publiés dans les sentences d'arbitrage. Et tout cela nous a mené à constater qu'une équipe de 10 avocats, plus 3 avocats détachés, 3 membres détachés, pourrait traiter 7 à 9 affaires d'arbitrage ou procédures devant une cour multilatérale des investissements simultanément. 7 à 9 affaires. Ce qui signifie, en conclusion, que notre équipe de 15 juristes, c'est notre premier scénario, pourrait traiter de 7 à 9 arbitrages environ et 4 à 6 médiations de manière simultanée. Voilà, je vous remercie. Merci, Nicolas. Rémi, Benjamin, Pardon. tu veux continuer et prendre Oui. la suite? Merci Judith. Donc les postulats qui viennent de vous être exposés, mais aussi les entretiens menés auprès des praticiens et l'analyse des données publiques disponibles nous ont donc conduit à retenir 2 scénarios, mais nous insisterons principalement dans le cadre de ce webinaire, en tout cas pour la suite de cette présentation, sur le premier scénario dans lequel le centre est constitué d'une équipe de 15 juristes et, on l'a vu, elle pourrait traiter simultanément 4 à 6 dossiers de médiation et 7 à 9 dossiers d'arbitrage. Une fois ce scénario fixé, il convenait d'offrir d'une part une estimation du budget nécessaire pour mettre en œuvre ces 2 scénarios et d'autre part une appréciation sur les différentes sources de financement de ce centre consultatif, sujet déjà un peu évoqué par Nicolas. Tout d'abord, donc, le budget prévisionnel. Alors, arrivons tout de suite au sujet qui intéressera la plupart des gens, c'est-à-dire les chiffres. Pour le premier scénario, 15 juristes,
les coûts du centre consultatif seraient d'environ, alors, 3,4 millions de dollars pour la première année. Et parmi ces 3,4 millions de dollars, il y aurait 300 000 dollars de frais d'installation, donc non récurrents. Et puis, par la suite, les années suivantes, le budget serait d'environ 3,1 millions de dollars par an. Alors, dans un souci de transparence, il faut signaler que certains coûts accessoires aux procédures d'arbitrage d'investissement n'ont délibérément pas été inclus dans ce budget, comme par exemple les frais de l'institution d'arbitrage, si c'est une institution d'arbitrage et non pas une cour multilatérale d'investissement qui est en charge de cette affaire, pas non plus les coûts du tribunal arbitral ou encore les frais d'expertise. L'exclusion de ces coûts du budget prévisionnel que nous vous présentons se justifie par l'idée que la fonction principale du centre sera de fournir des conseils juridiques aux États et non de prendre en charge la totalité des coûts des procédures dans lesquelles les États bénéficiaires seront impliqués. Une fois les coûts estimés, il était ensuite nécessaire d'aborder la question des sources de financement du centre consultatif. Alors ici, plusieurs contraintes différentes devaient être prises en compte. Elles ont été évoquées par Judith au début et un peu par Nicolas. Ainsi, par exemple, si l'objectif d'autofinancement du centre par la facturation de ses prestations essentiellement est souhaitable pour assurer à la fois son indépendance et son activité à long terme, cet objectif d'autofinancement, nous a-t-il semblé, ne doit pas être poursuivi au détriment de la principale mission du centre, qui est, je le rappelle, d'offrir des conseils aux pays les plus démunis financièrement. Par ailleurs, il faut remarquer que cette source de financement, l'autofinancement, ne permettra pas la prise en charge des frais d'installation du centre, puisque, par hypothèse, le centre n'aura pas fourni de prestations avant sa création. Autre exemple de contrainte qu'il faut prendre en charge, des frais d'adhésion peuvent participer à la création d'un centre consultatif et à la constitution d'un fonds de dotation, mais ces frais d'adhésion ne doivent pas être prohibitifs si l'on veut assurer qu'un nombre important d'États moins avancés ou en développement rejoignent dès sa création le centre, à la fois pour qu'une relation de travail se construise sur le long terme, mais aussi afin d'asseoir la légitimité de ce centre. Aussi, le groupe de travail est-il parvenu à plusieurs conclusions dont je n'évoquerai que les plus marquantes. La première, la plus marquante, c'est que le financement d'un centre consultatif ne peut être assuré que par une combinaison de sources de financement différentes. La seconde conclusion tient à ce que le financement du centre par les États bénéficiaires devrait se faire en fonction des ressources de ces États et de leur niveau de développement économique. La troisième conclusion est que le centre devra solliciter des contributions volontaires d'États développés ou de donateurs privés, ne serait-ce que pour financer son installation et ses premières années d'activité. D'ailleurs, sur ce point, et ça pourrait être une quatrième conclusion, il nous a semblé que la création du centre consultatif ne devrait pas être envisagée sans l'assurance d'un financement des 5 premières années d'activité, afin que si le centre prend un dossier, il puisse véritablement le traiter jusqu'au bout. Ce qui veut dire sans avoir l'assurance d'un financement à hauteur de 16 millions de dollars dans le scénario 1 sur lequel nous nous concentrons. Enfin, et ça sera mes derniers mots, il faut noter que le groupe de travail s'est également engagé de manière prospective dans la recherche de nouvelles sources de financement que l'on pourrait qualifier d'originales, comme par exemple le paiement d'une redevance par les utilisateurs des mécanismes de règlement des différents États investisseurs. Voilà à grands traits ce qui nous a occupés pendant tout cet été, et maintenant je me réjouis de livrer ce travail à la discussion des panélistes, enfin, sous la direction de Judith.
Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très claire d'un nombre de questions qui sont quand même très complexes. Et j'aimerais bien vous inviter de nouveau à surtout poser vos questions, vos commentaires, vos observations dans le chat pour qu'on puisse en discuter et pour mieux préparer encore le travail du groupe de travail 3. Pour commencer, j'aimerais vous inviter tous à réfléchir sur les hypothèses faites par les auteurs de l'étude. Est-ce que ces hypothèses vous conviennent? Que pensez-vous des postulats de cette note? Monsieur Abdou El Azizi, qui est actuellement le chef du service chargé d'élaborer et de négocier les accords internationaux d'investissement du Maroc et qui présente le Maroc dans le groupe de travail 3, va commenter cette question. Monsieur El Azizi, vous avez la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord saluer l'engagement continu du secrétariat de la CNUSI, malgré les circonstances exceptionnelles que nous traversons actuellement, à faire avancer le projet de réforme du régime de règlement différent investisseurs-État en organisant des réunions virtuelles consacrées à discuter les options de réforme identifiées par le groupe de travail 3. Je tiens également à remercier l'Institut pour l'arbitrage international et l'International Law Institute pour avoir participé à l'organisation de ce webinaire que nous espérons être fructueux et utile pour nos travaux pour la réforme du RDE. Pour ce qui est de notre réaction préliminaire par rapport au postulat de la note, je voudrais souligner, pour ce qui est de notre réaction préliminaire par rapport au postulat de la note, je voudrais souligner que la note n'aborde pas les services qui pourraient être fournis par le centre à titre bénévole et gratuit. De même, et d'après la note, le centre ne couvre pas les litiges qui surgissent dans le cadre des contrats d'investissement. Et c'est bien que ce type de litige représente une partie importante des litiges soumis à l'arbitrage. La note ne fournit pas des précisions quant à la méthode de travail du centre et les formalités à remplir par un État pour solliciter son soutien et son assistance. Et nous espérons que la procédure à prévoir pour bénéficier de l'assistance du centre soit souple et flexible, et ce pour encourager les États à recourir à ces services. Pour ce qui est des bénéficiaires du centre, il est important de ne pas faire une distinction entre les pays en voie de développement et les PMA. Si les pays en voie de développement sont mieux classés au niveau économique par rapport aux PMA, cela ne signifie pas que les pays en voie de développement disposent des ressources humaines plus qualifiées en matière de droit international d'investissement et de règlement des différents investisseurs-États. Ces thématiques sont des disciplines nouvelles tant pour les pays en voie de développement que les PMA. Et de ce fait, ils ont tous besoin des services du centre sur les mêmes pieds d'égalité. Concernant les ressources humaines du centre, il est préférable pour la réussite des projets qui connaîtra probablement au départ des difficultés pour mobiliser les fonds de commencer par un nombre réduit de ressources humaines, ne dépassant pas 8 personnes qui sont augmentées par la suite en fonction des besoins exprimés par les États et des fonds mobilisés au profit des centres. Dans ce cas, le centre peut disposer de plus de 15 juristes, sachant qu'il peut ouvrir des bureaux régionaux pour plus d'efficacité dans ses travaux et se rapprocher davantage aux utilisateurs de ces services. S'agissant du volet relatif au financement du centre, il est important que le centre dispose des ressources de financement variées, permanentes
et continue pour assurer son indépendance et le bon déroulement de ses activités. Dans ce cadre, et en plus des financements des États, que ce soit de manière volontaire ou en contrepartie des services du centre, il est proposé de prévoir des financements qui peuvent être accordés par les organismes internationaux de développement, dont ceux des Nations Unies. Le centre devrait être affilié à un organe des Nations Unies, tel que la CNICI, étant donné que le rôle qu'il va jouer dans le développement juridique et la promotion des droits internationaux d'investissement. Des prospections devraient être faites pour identifier les possibilités de financement que peuvent offrir les organisations internationales de développement, y compris les organisations constituées au niveau régional qui peuvent financer les activités d'un bureau régional du centre. Concernant le postulat relatif aux affaires, nous ne sommes pas favorables à ce que les activités du centre se focalisent uniquement sur les différents fondés sur les traités d'investissement. Mais il devrait également englober les différents fondés sur le contrat d'investissement, dont les litiges y afférents sont souvent soumis à l'arbitrage international, d'où l'importance de la consultation et du conseil du centre pour les pays en voie de développement, dont une grande partie des investissements étrangers réalisés sur leur territoire s'effectuent dans le cadre des contrats d'investissement, dont la quasi-totalité prévoit des clauses relatives à l'arbitrage international. Je rappelle ici que la délégation marocaine avait évoqué dans sa communication transmise au secrétariat de la CNICI en mars 2019 la question des litiges soumis à l'arbitrage sur la base d'un contrat d'investissement. Malheureusement, cette question n'a pas été suffisamment débattue par le groupe de travail 3 et la délégation marocaine compte la proposer comme point à inscrire dans l'ordre du jour des prochaines sessions du groupe de travail. Voilà, c'était brièvement mes commentaires sur les postulats de la note et je vous remercie. Merci, Monsieur Al-Sisi. Votre image était un peu floue, mais ce que vous avez dit était très clair, en effet. Donc, on voit qu'on a encore beaucoup à discuter et j'aimerais sans tarder donner la parole à Monsieur Diallo, qui est conseiller au ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés de la République de Guinée et qui représente dans le groupe de travail 3 la Guinée. J'aimerais demander à tous les intervenants d'essayer de vraiment être courts pour qu'on puisse avoir le temps de laisser parler tout le monde et d'inclure aussi les participants et ceux qui nous écoutent. Merci. Monsieur Diallo, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, à l'instar du délégué du Maroc, je remercie tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cette note assez intéressante. Et donc, le délégué du Maroc a relevé certains points de l'intervention que je devais faire, donc je ne vais pas revenir sur ceci pour nous permettre de gagner en temps et essayer d'avancer. Et donc, je vais juste attirer l'attention et rappeler un peu la genèse, l'idée qui prévalait lors des travaux du groupe de travail 3 concernant ce centre, c'est plutôt d'abord renforcer les capacités institutionnelles des pays, des PMA, des pays en voie de système RD ce volet, c'est la note qui nous est soumise. Naturellement, j'ai vu quelque part où il est mentionné que au titre du renforcement des capacités, il y aura naturellement des détachements, un programme de détachement d'environ 2 à 3 qui sera retenu, enfin que l'on prend, mais il me semble qu'il serait important que le centre fait celles qui seront retenues. Il semble qu'on a un problème avec...
Pardon, il semble qu'on a un problème avec la connexion. Peut-être il vaut mieux éteindre la vidéo. La vidéo. Pour écouter mieux. Vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? C'est mieux là. Merci. D'accord, très bien. Alors, je disais qu'il serait nécessaire, en tout cas de point de vue de la Guinée, que le CCDI plutôt fasse beaucoup de renforcement des capacités sur le plan de la formation. C'est l'appui à la formation pour renforcer les acteurs locaux en termes de négociation de contrats d'investissement qui sont effectivement à l'origine de la plupart des différends qui sont soumis à l'arbitrage est un volet sur lequel notre pays tient beaucoup. Et donc, autre chose, c'est la représentativité régionale du centre. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été, et l'idée avait été émise lors des, je ne vois pas cela mentionné dans la note, sinon pour l'essentiel, je soit à la commentaire qu'a fait le délai d'exception que nous aurons levé ultérieurement. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'avez entendu sur l'essentiel ou pas. On vous a bien entendu. Malheureusement, on n'a pas pu vous voir jusqu'à la fin, mais l'essentiel, c'est vraiment les idées. Je ne vais pas donner la parole aux auteurs maintenant, mais peut-être si on a assez de temps à la fin, vous voulez répondre à certaines des idées qui ont été adressées par ces deux délégués. J'aimerais passer à la deuxième question qui est pour Madame Traoré, qui est secrétaire permanente du Conseil supérieur du secteur privé et qui représente le Mali au groupe de travail et qui est la question suivante. Que pensez-vous de l'estimation de la charge du travail? Madame Traoré, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier les organisateurs et le secrétariat de la CNUTSI de me donner l'opportunité de participer à ce webinaire et partager ma perspective sur la charge de travail potentielle du centre. Je remercie également les rédacteurs de cette excellente note qui nous a été soumise. Maintenant, pour ce qui concerne mes sentiments par rapport à l'estimation de la charge de travail potentielle du centre consultatif, il y a deux niveaux. Par rapport aux besoins en personnel pour les services de médiation, moi je dirais que l'estimation me semble juste. 2 avocats qui pourraient traiter 4 à 6 procédures de médiation. En effet, la médiation, on le sait, est une procédure rapide qui permet de désamorcer les contentieux et aboutir à un règlement à l'amiable et éviter ainsi un arbitrage qui pourrait être long et coûteux. Par ailleurs, si la médiation n'aboutit pas et qu'il est nécessaire d'engager une procédure d'arbitrage, les avocats du centre auront déjà une très bonne connaissance du dossier, ce qui permettrait de gagner du temps sur la phase initiale de l'étude du dossier d'arbitrage, et cela pourrait dégager du temps pour le traitement simultané d'autres affaires. Par rapport à l'estimation de la charge de travail concernant les représentations devant les tribunaux d'arbitrage ou une éventuelle cour multilatérale des investissements, nous dirons que l'estimation nous paraît réaliste, mais plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme le type de service sollicité ou encore la complexité et l'envergure du dossier en question. En effet, si un État membre demande une consultation ponctuelle sur une question donnée, cela prendra moins de temps de travail que s'il demande une représentation complète sur l'ensemble d'un dossier d'arbitrage complexe. Il faut alors noter que chaque dossier d'arbitrage porte sur des secteurs d'activité spécifiques et peut soulever des questions juridiques et techniques complexes qui impliquent la revue et l'analyse de très nombreux documents. Ce travail peut être extrêmement chronophage et aurait pour effet de réduire le nombre de dossiers que le centre pourrait prendre en charge. Par conséquent, il faudrait certainement prévoir l'estimation d'une marge pour accroître les capacités de l'équipe au cas par cas,
avec notamment des assistants juridiques qu'on appelle paralegals supplémentaires afin d'optimiser le temps de travail et permettre aux avocats de se consacrer sur le fond des dossiers. Évidemment, il est prévu dans la note qui nous a été soumise une augmentation crescendo du nombre d'avocats spécialisés au fur et à mesure de la durée de vie du centre. Cependant, il faudrait peut-être penser à une liste d'attente prête à l'emploi pour prévenir toute augmentation exponentielle spontanée. De même, la note indique que le centre pourra solliciter une aide des départements juridiques des gouvernements défendeurs. C'est une excellente initiative car les juristes des gouvernements peuvent effectivement apporter leur assistance sur différents aspects du dossier, mais il faudra tenir compte de leurs expériences car certains pays ont des équipes plus ou moins opérationnelles selon qu'elles aient été ou non exposées à des procédures arbitrales ou à des procédures d'arbitrage d'investissement. Aussi, je me demande si nous avons aujourd'hui une idée claire des critères optimaux pour être retenus par le centre comme avocat ou conseil. Je n'ai pas vu ça dans la note. La note ne dit pas non plus si les rémunérations des avocats et conseils du centre sont inférieures ou supérieures ou égales à la pratique actuelle. On ne le sait pas. Et si diminution il y a, nous pensons alors combien d'avocats ou de conseils très expérimentés seront d'accord pour travailler pour le centre à des tarifs réduits. C'est une question que nous nous posons. Aussi, il est important de savoir si les 10 avocats et conseils qui seront au niveau du centre auront la possibilité de travailler sur d'autres dossiers avec d'autres instances et s'ils peuvent être au service des investisseurs potentiels. Si oui, il est peut-être possible qu'il y ait conflit, à notre avis, et un arbitrage rapide en faveur du mieux-disant. Enfin, les avocats du centre devront eux-mêmes être expérimentés pour une gestion efficace du temps passé sur les dossiers. De plus, les services rendus devront être d'un niveau de qualité équivalent à ceux des cabinets d'avocats internationaux afin d'inciter les utilisateurs à recourir aux services du centre et ainsi assurer son succès et sa pérennité. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai vu que nos 2 auteurs de l'étude ont bien pris des notes, donc c'est très bien. On va certainement continuer la discussion. J'aimerais bien donner la parole maintenant à André van Walter, qui dirige une équipe de juristes au sein de la Direction générale du commerce de la Commission européenne et qui est aussi un délégué représentant l'Union européenne. André? Oui, merci Judith et bonjour à tout le monde et merci beaucoup de me donner la possibilité de participer à ces échanges. Nous aimerons d'abord féliciter les auteurs de cette note très, très intéressante. Comme vous le savez, l'Union européenne soutient le projet de créer un centre consultatif pour le droit de l'investissement et cette note est vraiment un pas dans la bonne direction qui nous permet de voir un peu plus clair à quoi ça pourrait ressembler. Maintenant, si je comprends bien, on m'a demandé aussi de faire quelques commentaires sur l'estimation de la charge de travail de ce centre. Et bien sûr, la charge de travail est très, très difficile à prévoir et je suis d'autant plus impressionné par la clarté de votre note qui permet de rassembler les éléments clés qui sont nécessaires pour donner un premier aperçu et des idées que cela pourrait représenter dans la pratique. En plus, vous avez choisi une double approche analytique et plus empirique et je suis également impressionné que les 2 approches, comme vous dites, mènent à des résultats semblables, ce qui prouve quand même que là, on est sur la bonne voie avec cette étude. Mais bien sûr, il est clair que la charge de travail d'un centre consultatif peut dépendre ou va dépendre de beaucoup de facteurs. Déjà, comme il était dit à la note au paragraphe 40, chaque affaire est différente, bien sûr, et une affaire très complexe pourrait nécessiter autant de ressources que 2 ou 3 affaires plus simples. Et je pense qu'on doit aussi savoir noter que la future charge de travail dépendra aussi d'une certaine manière des résultats des autres chantiers en cours dans la réforme du règlement des différends en matière d'investissement qui sont actuellement discutés à la CNUTSI. Par exemple, si nous arrivons à promouvoir un recours plus fréquent
au moyen de règlements à l'amiable, et c'est ça que l'Union européenne soutient aussi en termes de politique. Il semblerait ressortir de l'étude que ça pourrait presque doubler les ressources disponibles, plus qu'une affaire de médiation. Il semble en moyenne nécessite 2 fois moins de ressources qu'une affaire d'arbitrage. Et donc, si nous pouvons renforcer le recours à la conciliation, au règlement amiable, on pourrait avoir plus de ressources évidemment pour le centre. De même aussi, si par exemple, et ça c'est un autre sujet que nous discutons au groupe de travail 3 de la CNUTSI, si nous arrivons à trouver un consensus sur des mécanismes pour traiter d'une manière expédiée des plaintes infondées ou abusives, cela pourrait également alléger la charge du travail du centre, puisque certaines plaintes pourraient être déboutées dès le début de la procédure et donc libérer plus de ressources. De même, si nous arrivons à créer plus de la cohérence et de la prévisibilité de la jurisprudence, cela pourrait également raccourcir les procédures, puisque les conseils juridiques ne devront plus rediscuter de chaque question juridique à chaque fois. Et en conséquence aussi, ça pourrait alléger la charge de travail d'un centre consultatif. Vous le voyez, bon, vous savez très bien que le point de vue de l'Union européenne est qu'une réforme structurelle du règlement des différends liés aux investissements, tels que la création d'une cour permanente, serait le meilleur moyen pour créer de la cohérence, de la prévisibilité, de la jurisprudence et aussi de raccourcir les procédures. Et donc, pour finir sur une note positive, nous pensons que si nous pouvons avancer sur le travail d'un centre consultatif et en parallèle avancer sur une réforme structurelle, nous pourrons peut-être aider encore plus de pays que si nous restons dans le système actuel de l'arbitrage ad hoc, où les procédures sont, de notre avis, plus coûteuses pour les participants et plus longues. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Très bien, donc déjà la question sur l'estimation de la charge de travail était difficile et donc j'aimerais continuer avec toi pour nous faire part des observations sur le budget provisionnel. C'est peut-être une question encore plus difficile, mais je la pose quand même. Merci. À moi de nouveau, Judith? Oui. Okay. Oui, bon, oui, c'est encore un défi encore plus important. Et encore une fois, je suis impressionné par les postulats et la qualité de la note qui démontre que l'adage iudex non calculat, que les juristes ne savent pas faire les calculs, n'est pas tout à fait vrai. Tout à fait, étant moi-même juriste et je ne suis pas très bon en calcul, je ne vais pas faire des commentaires sur les chiffres ici, vraiment, mais aussi peut-être juste faire part de quelques interrogations que j'ai eues en lisant la note. Premièrement, je pense qu'il est primordial et excellent d'intégrer dans le budget prévisionnel des lignes qui permettent d'accueillir des fonctionnaires détachés issus des pays en développement, qui viendront ainsi renforcer l'équipe tout en aussi perfectionnant leurs compétences dans le domaine du règlement des différends. Ceci a été demandé par le groupe de travail pour une bonne raison. Et parce qu'en effet, nous ne devons pas promouvoir un système dans lequel les États seront dépendants de cette aide, mais il faut créer un système dans lequel tous les États pourraient à terme assurer aussi leur propre défense. Maintenant, une interrogation que j'ai eue quand j'ai lu ça dans la note, c'est si vous avez aussi envisagé peut-être que des États puissent aussi détacher des fonctionnaires tout en continuant à assurer la rémunération de ceux-ci. Je pense ici plus à des États développés qui pourraient peut-être envisager ceci dans une double optique de formation, mais aussi de coopération et d'aide internationale. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais je me demande si cette piste a été envisagée ou rejetée pour des bonnes raisons, ou si c'est quelque chose que nous pourrions peut-être creuser davantage à l'avenir, ou s'il y a des bonnes raisons pour ne pas le faire. Justement, c'est une question que j'aurais aux auteurs de la note par rapport à ceci. Une deuxième remarque concerne les frais de bureau qui sont pas pris en compte ici. Ici, je trouve aussi que les États membres de la CNUTSI pourraient déjà, maintenant à ce stade, commencer à s'interroger, premièrement, s'il est vraiment nécessaire de disposer de grands bureaux ou si on pourrait penser à une structure un peu plus hybride ou à moitié virtuelle. Et si on veut avoir des locaux, on devrait commencer à s'interroger s'il n'y a pas des locaux existants qui pourraient peut-être être mis à disposition du centre d'une manière gracieuse. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté, cela pourrait peut-être être possible et donc ces frais-là pourraient peut-être être économisés si on peut utiliser des structures existantes.
Ma troisième et dernière remarque concerne certains frais qui n'ont pas été repris dans le budget prévisionnel et qui sont listés au paragraphe 55 de l'étude, tels que les frais d'institution d'arbitrage ou les frais du tribunal arbitral. Ici, encore une fois, et je suis désolé de toujours revenir à ce même sujet, mais le volume de ces frais pourra aussi varier selon que nous pensons au système actuel d'arbitrage ad hoc ou si nous envisageons une structure plus permanente telle qu'une cour qui serait financée en grande partie par les contributions des États membres de la cour et dans laquelle ces frais de procédure, frais des tribunaux arbitraux pourraient être remarquablement plus réduits ou inexistants. Et dans ce cas-là, on ne devrait pas trop se creuser la tête ce qu'on doit faire avec ces frais-là. Voilà, ça c'est juste 3 interrogations que j'avais sur le budget et comme vous avez pu le voir, j'ai évité d'aller dans les calculs et les chiffres parce que je me remets à vos recherches par rapport à ça qui me semble très, très pertinent. Merci. Il se tient au proverbe latin, c'est bien. J'ai une petite question dans le chat que j'aimerais bien donner à Nicolas parce que c'est vraiment une question très courte qui a été répondue dans l'étude. C'est les coûts liés à l'utilisation de ces experts locaux seraient payés par qui? Le centre ou l'État concerné? Oui, merci Judith. Dans notre optique, les experts locaux seraient payés par l'État concerné, pas par le centre. C'est-à-dire que l'idée du centre, c'est que ce sont des conseils, des juristes, des avocats et des médiateurs qui sont financés par en partie le client et en partie par la communauté, mais ce n'est pas une institution de financement, n'est-ce pas? Et par conséquent, il ne s'agit pas d'avoir un centre qui distribuerait des fonds à des participants à la procédure qui ne feraient pas partie du centre même. D'accord, merci beaucoup. J'ai maintenant Monsieur Lassisi qui veut prendre aussi la parole sur la question du budget et je vous demanderai d'être très très court parce qu'on a encore des questions à traiter et il est déjà 3h18, le temps s'envole. Monsieur Lassisi, la parole est à vous. Donc, rapidement, je suis favorable pour la proposition de prévoir des détachements des juristes hautement qualifiés, notamment originaires des pays développés, et qui seront pris en charge par leur pays d'origine, ce qui allégera le budget des centres. Ça, d'une part. D'autre part, nous sommes également favorables à ce qu'au départ des activités du centre, de prévoir un budget réduit avec un nombre de juristes ne dépassant pas 8, et ce compte tenu de risque de la rareté des donateurs et des ressources financières dans les premières années d'activité du centre. Cependant, le budget et le nombre de juristes pourraient être renforcés au fur et à mesure de l'augmentation des demandes formulées par les États pour ce qui est des services du centre. Mais je voudrais mentionner ici que le budget pourrait également être alimenté par les redevances des investisseurs, notamment dans le cadre des services de médiation, qui nécessitent la présence de 2 parties cherchant un règlement amiable à travers la médiation, c'est-à-dire l'État et l'investisseur. Et je vous remercie. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette brièveté. C'est dont nous avons besoin maintenant pour vraiment couvrir toutes les questions. J'ai une question encore et c'est celle qui était abordée dans l'étude aussi, les sources de financement. Monsieur Sédou, tu veux prendre la parole sur cette question, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup Judith. Alors, concernant les sources de financement, c'est salutaire qu'il y ait plusieurs pistes qui nous aient été proposées et qui, effectivement, peuvent être accumulées. Parce qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue l'enjeu ici qui est l'autonomie du centre pour qu'il puisse
fonctionner sans dépendre naturellement des subventions exclusives de la part de tel ou tel autre donateur. Donc, si je me permets de passer en revue les pistes qui sont proposées, il y en a qui, naturellement, pour lesquelles nous sommes plus à l'aise, et il y en a qui, entre guillemets, nous dérangent un tout petit peu. Donc, quand on prend les frais d'adhésion uniques qui seraient payés une fois au moment du démarrage du centre, nous pensons que c'est quelque chose qui peut être bien. Et à ce niveau, la catégorisation des pays en tenant compte de la pratique CCLO et de la pratique également de la Banque mondiale peut nous convenir et ne nous dérange pas particulièrement sur cet aspect-là. Et nous pensons que c'est une piste qui est à explorer et puis qui mérite beaucoup d'intérêt dans la mesure où elle permettrait au centre d'avoir tout de suite des fonds qui sont disponibles dès le démarrage. Concernant les honoraires facturés par les services rendus par le CIRDI, là en revanche, nous sommes un peu dubitatifs dans la mesure où nous considérons qu'il faut être prudent parce que les coûts, s'ils ne sont pas maîtrisés à ce moment-là, peuvent avoir un effet rédhibitoire pour le recours au centre et donc constituer une charge, même si à travers la présentation qui est faite, on comprend bien que par rapport au prix du marché, les prix proposés par le centre seraient moindres, mais qu'à cela ne tienne, ça deviendrait quand même des charges non négligeables pour les pays concernés et qui seront membres du CCDII. Donc, concernant le recouvrement des frais d'arbitrage, nous considérons que c'est une très bonne chose dans la mesure où d'ailleurs c'est une piste qui est explorée par le groupe de travail 3 pour éviter ou prévenir ou voire même limiter les demandes frivoles. C'est une piste que nous pensons peut être utile et adaptée et produire d'autres effets d'ailleurs au-delà du financement exclusif du CCDII. Donc nous l'encourageons particulièrement et nous considérons qu'il mériterait d'être creusé davantage. Concernant le paiement d'une redevance par les utilisateurs des mécanismes de règlement des différents États investisseurs, là aussi, nous avons quelques réserves dans la mesure où, globalement, c'est quasiment tous les pays qui seront mis sur au même niveau parce que, entre guillemets, le prélèvement sera fait pour tous ceux qui concerneront les usagers du RDIE. Donc, qu'il s'agisse de pays en développement ou de pays, des PMA ou de pays développés, tous seront traités de la même manière. Si on peut saluer effectivement l'égalité qui en suivrait, mais l'équité ne serait pas et on serait un peu à côté de ce qui est recherché dans cet objectif-là, notamment pour la mise en place du CCDII, qui, ne perdons pas de vue, ambitionne notamment de mettre un peu plus d'équité dans le système RDIE, donc en donnant plus de moyens aux pays qui n'en ont pas, ou en leur permettant d'être plus présents dans le système RDIE. Pour les contributions volontaires, nous pensons naturellement que ce sont des pistes à explorer et qu'il faut en revanche pas accorder beaucoup d'intérêt aux donateurs privés dans la mesure où, y compris dans la note d'ailleurs, cette perspective-là est nuancée par le fait qu'elle ne peut pas être, elle n'est pas prévisible, on ne peut pas structurer et reposer le fonctionnement du CCDI sur ça. En revanche, pour ce qui est de l'aide publique au développement et de la pratique CCLO, là aussi, nous pensons que c'est aussi une piste à explorer, à savoir des contributions volontaires sur la base d'engagement de la part des pays développés et quelque chose qui recoupe, à mon avis, plus l'objectif initial pour lequel la plupart des PMA ou des pays en développement soutiennent l'idée d'un centre au sein du groupe de travail 3 dans le cadre de la réforme sur laquelle travaille actuellement la CNUCSI. Donc, de manière assez sommaire, voici un peu les positions que je peux avoir sur rester sur la note. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Judith, et je demeure disponible naturellement s'il y a des précisions sur les points que j'ai abordés. Et si davantage j'ai d'autres questions aux intervenants, je les mettrai sur le chat. Merci Judith. Parfait, c'est une très bonne suggestion, surtout parce que vraiment, on n'a pas assez de temps. La prochaine fois, on doit planifier plus d'heures pour la présentation d'une telle étude. J'ai encore Madame Traoré qui veut prendre la parole sur les sources de financement. Madame Traoré, la parole est à vous.
Ok, merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas dire grand-chose à la suite de M. Diallo, mais je vais juste insister sur le fait qu'il est essentiel qu'il y ait une transparence sur les sources de financement de ce centre afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Vraiment, on se penche beaucoup sur cela et le centre doit être indépendant de ses donateurs publics et privés. Le centre aussi ne doit en aucun cas exercer une influence sur ces donateurs publics et privés ne doivent en aucun cas influencer sur le fonctionnement du centre afin que sa neutralité vis-à-vis de ses bénéficiaires soit préservée. Aussi, le centre, pour nous, devrait rester dans sa logique de soutien et d'aide à ceux qui en sont plus dans le besoin, c'est-à-dire prioriser les interventions, pas en fonction du financement apporté par l'adhérent, mais plutôt en fonction d'un certain nombre de critères justes en lien avec l'objectif du centre. Aussi, on se demandait, au niveau du paragraphe 78-79 de la note qui nous a été soumise, l'État défendeur ayant bénéficié des services du centre pourrait demander au tribunal arbitral d'ordonner le dépôt d'une garantie, je pense que ça a été abordé, sur la totalité de ses frais. Ainsi, en cas de victoire de l'État défendeur, il aurait les sommes à disposition pour le paiement des honoraires du centre. Donc, il faudrait insister aussi sur ça. Cela permettrait d'éliminer les risques et difficultés liés au recouvrement des sommes. Il faudrait sans doute prévoir aussi de stipuler de manière explicite dans la procédure d'arbitrage que l'État défendeur étant bénéficiaire des services du centre, le demandeur devra déposer une garantie pour frais pour couvrir tous les coûts de l'arbitrage. On a aussi une proposition qui peut sembler un peu folle. On s'est demandé si, à l'avenir, les investisseurs aussi pourront bénéficier de certains services du centre avec des tarifs au prix du marché, et ce qui nous paraît peut-être une source supplémentaire de financement. C'est juste une suggestion, on ne le sait pas. Et aussi que les pays non membres quand même pourraient bénéficier aussi, cela a été dit, des services, mais à des tarifs plus élevés. Maintenant, pour terminer, j'ajouterais que pour maximiser l'apport des pays les moins développés que nous sommes, il faudrait un lobbying important auprès de nos premiers responsables pour qu'au-delà des priorités en termes d'éducation, de santé et tout simplement alimentaire, ils puissent percevoir l'importance d'inscrire ne serait-ce qu'une petite partie du budget annuel pour couvrir les éventuels frais relatifs au processus de RDIE d'une manière générale. Je vous remercie. Merci, Madame Troiré. Vous nous avez vraiment donné des éléments clés dont le groupe de travail 3 devrait discuter de manière très approfondie. Malheureusement, nous n'avons pas reçu des interventions spontanées sur le sujet, mais j'aimerais bien demander à tout le monde et à tous ceux qui écoutent de nous faire part de vos commentaires, de nous faire part de vos pensées pour qu'on puisse les inclure dans le papier que nous sommes en train de préparer pour la note du secrétariat qui va guider la discussion du groupe de travail dans les sessions à venir. La discussion ne fait que commencer et on l'a vu aujourd'hui qu'il y a eu un nombre de remarques, d'éléments politiques qui doivent encore être traités, qui doivent encore être décidés. Je suis désolée de ne plus pouvoir donner la parole aux auteurs de l'étude pour répondre à quelques-uns de ces observations, mais j'espère que nous pouvons continuer à avoir cette discussion et peut-être même de manière beaucoup plus approfondie très prochainement. Pour l'instant, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait tout pour rendre ce webinaire possible. Donc, IAI, ILI, mais aussi ceux qui sont derrière et qu'on ne voit jamais derrière les écrans, donc comme Carlos Morgado, Benoît Arnaud, Robert Sarguin, qui ont tout fait pour nous aider à résoudre tous les problèmes techniques qu'on a confrontés. Bien sûr, j'aimerais aussi remercier tous les auteurs de l'étude, Carl Sauvant, Don Valles, Ndanga Kanu, Carlos José Valderrama, et les deux qui ont été là aujourd'hui et qui ont présenté l'étude, Benjamin Rémy et Nicolas Angelé. Merci beaucoup et merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait pour
nous mettre dans cette position de pouvoir discuter de l'étude et de pouvoir vraiment traiter les questions clés. Qui paye, combien ça coûte, comment continuer la discussion. En ce sens, rester en bonne santé, ce qui est très important à l'heure actuelle. Nous espérons vous voir tous à l'un de nos futurs webinaires qui sera, comme toujours, annoncé sur notre site web. Si vous avez des idées, faites-nous part de ces idées, même si ce sont des idées folles, comme dirait Madame Traoré. À très bientôt. Merci beaucoup et j'espère vous voir tous en vrai très prochainement. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Judith.